pour comprendre ce qui va se passer dans ce sommet à Budapest. On disait dans les 15 jours. Et visiblement, les choses sont en train de changer. Et là, on aura besoin de vous, Xavier Titelman. D'abord, ces déclarations de la Maison-Blanche. C'est Sonadri, notre correspondante, qui a pu confirmer un certain nombre de conjectures. Il n'est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche. C'est-à-dire que tout à coup, c'est en train, une espèce de doute qui est en train de s'installer. Pourquoi, selon vous ? Parce que je crois que Trump a quand même peur d'avoir le même échec qu'en Grèce. Il est arrivé à rien, il est reparti humilié. Et je pense qu'il se dit qu'à Bucarest, les choses ne sont pas encore suffisamment prêtes pour arriver à déboucher sur une paix. Alors, être humilié une fois en Corée, je sais bien. Être humilié une deuxième fois quand on prétend être l'homme le plus puissant de la Terre, ça me paraît une mauvaise chose. Et je pense qu'avant qu'il rencontre Poutine, il faudra effectivement que les diplomates aient fait avancer le dossier beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis aussi, alors, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, aujourd'hui a dit, de toute façon, nous n'acceptons pas ce concept de gel des lignes de front. Nous voulons retourner, nous voulons que les racines du conflit soient adressées. Les Russes ne font rien pour faciliter la tâche de Trump. Moi, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre ne veut cette rencontre au sommet, parce que Trump se rend bien compte que ça risque d'être une humiliation. Poutine a peut-être aussi peur d'une humiliation. Non seulement l'histoire de l'avion qui doit faire 1000 détours, mais aussi... On a vu la volatilité de Trump. On a vu que Trump peut changer d'avis du jour au lendemain. Vous imaginez une minute, une réunion entre Trump et Poutine, où Trump pète un câble et se comporte comme ça tourne mal avec Zelensky. Et vous avez parlé du trajet de l'avion. On va s'y attarder. Écoutez, les Polonais. La Pologne est en train de montrer les dents à la Russie de manière très concrète. C'est Sikorski, le ministre des Affaires étrangères, à Varsovie. Nous ne pouvons garantir qu'un tribunal polonais indépendant n'ordonnera pas au gouvernement de faire atterrir l'avion afin de transférer le suspect au tribunal de La Haye. C'est pourquoi, si ce sommet doit avoir lieu, il faudra passer par un autre itinéraire. Alors cette fois, il tire un boulet rouge. Je rappelle que la France et Emmanuel Macron, dans cette même émission, disaient non, il faut une immunité. Il est en exercice, il y a une immunité en tout cas provisoire. Après, on verra. La Pologne, c'est une toute autre position. Vous êtes avec nous, Xavier Titelman. Aidez-nous à comprendre ce dont parlait le ministre polonais des Affaires étrangères quand on regarde la carte. C'est-à-dire le trajet de l'avion. Les Polonais disent, en tout cas, si on s'approche de notre ciel, ça peut mal se passer. En principe, Vladimir Poutine n'a pas très envie de survoler la Pologne. Globalement, la Hongrie est un pays qui est enclavé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un accès par la mer. Donc là, un avion qui partirait de Russie serait contraint de survoler une partie de l'Union européenne et des pays de l'OTAN dans tous les cas. C'est-à-dire que soit il passe tout à fait par le sud, c'est le trajet qu'on voit ici, en passant par la Turquie, éventuellement par la Bulgarie, pays de l'Union européenne et de l'OTAN, puis par la Serbie. Peut-être que là, il y aura un droit de passage, mais le problème, encore une fois, c'est la Bulgarie. Si la Bulgarie applique la même règle ferme et juste et légalement applicable comme la Pologne, à ce moment-là, il n'y a pas de passage. Il y a une autre option qui est évoquée, c'est en passant encore plus au sud, mais en survolant la mer et en allant via le Monténégro et la Serbie. C'est une autre option, mais le Monténégro aussi fait partie de l'OTAN, mais pas de l'Union européenne, donc peut-être que ce serait une autre option pour éviter justement la Bulgarie. Mais dans tous les cas, un avion de Poutine qui survolerait un pays si jamais on voulait lui imposer de se poser. Donc là, on fait décoller la chasse. Les avions vont se mettre juste à côté, vont lui intimer l'ordre en se mettant dans des manœuvres qui l'empêchent en gros de continuer tout droit. Et l'avion va être contraint parce que c'est un avion de ligne en gros dans lequel se trouve Poutine. Et dans ce cadre-là, un avion de ligne n'a pas d'autre possibilité que d'obéir à un avion de chasse. Tout est piégé. Là, regardez la carte. La mer du Nord, moi naïvement je disais il peut survoler la mer du Nord, la mer Noire pardon. Et Baptista Mossé qui est le chef d'édition très justement dit non, la mer Noire elle est contrôlée en grande partie par les Ukrainiens. Pour Poutine c'est risqué, militairement risqué simplement de survoler la mer Noire. Il doit essayer de l'éviter. Alors l'Ukraine a abattu des avions de chasse Sukhoi 30 et des hélicoptères au-dessus de la mer Noire parce que leurs fameux drones navals dont on parle tout le temps, il y a une partie des drones navals qui sont des drones kamikazes qui vont rentrer en collision avec des bateaux russes, mais ils ont aussi des drones navals pour être capables d'abattre les hélicoptères et les avions qui essayent d'empêcher ces drones navals kamikazes. Donc effectivement, un avion russe qui survolerait la zone serait potentiellement
à portée de tir des systèmes antiaériens ukrainiens qui sont à bord de leur bateau autonome. Donc ça, effectivement, le survol de la mer Noire est totalement impossible pour eux. Cette carte est fascinante. On dirait un exercice de géographie à l'école quand on vous dit quel est le plus court chemin. Là, c'est pas le plus court, justement. C'est très compliqué. Et va se poser aussi le problème technique du protocole de l'escorte aérienne. Parce que l'Ilyushin 96 de Poutine est escorté par 4 Sukhoi 35. On l'a vu pendant le sommet d'Anchorage, ils ont été ensuite suppléés, enfin du moins ils ont été ces 4 F-22 qui ont remplacé les Sukhoi 35 jusqu'à l'atterrissage à Anchorage. Mais là, il va s'agir de survol de territoire européen et otanien en particulier. Donc soit on accepte le survol de territoire otanien et européen par des Sukhoi 35 russes, ce qui est inacceptable en l'état, soit l'avion de Poutine va être escorté par 4 chasseurs bombardiers européens. Bulgares, par exemple. Bulgares, ça existe, ils ont des chasseurs bombardiers, les Bulgares? Oui, bien entendu. Bulgares, d'ailleurs je pense américains. Bulgares, hongrois, et là, le président Poutine, il se met dans les mains des Européens. Côté Hongrie, ça pose pas de problème, mais il va peut-être serrer les fesses pendant 1 heure de vol. Général, regardons la carte toujours, parce que c'est vraiment un exercice fascinant de géopolitique. Tout est là, tout est dans cette carte. Si vous étiez général russe, le général Deportov, quel conseil vous donneriez à votre président? Par où est-ce que vous passez? C'est un casse-tête. Non, mais les choses ont été dites. Vous savez, Napoléon disait que la stratégie était d'abord basée sur la géographie. La géographie indique bien qu'effectivement, il n'y a pas 40 voies, et la seule voie, c'est la Bulgarie et la Serbie, ou bien le Monténégro et la Serbie. Il n'y en a juste pas d'autres. C'est comme ça. Ou alors il se met, il s'accroche à un missile balistique, il monte et il redescend. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. C'est pour ça que tout quand même se ligue un peu contre l'existence de ce sommet. Est-ce que ça peut peser? Est-ce que cet aspect-là, on va voir, on sent bien qu'il y a tout à coup une hésitation, comme si ils hésitaient devant l'obstacle. Est-ce que ça peut être un élément déterminant? Je crois que pour Poutine, il va quand même peser le pour et le contre, si vous voulez, parce qu'il n'a évidemment pas envie d'être mis au sol, comme vous l'avez fort bien expliqué. Donc évidemment, ça va compter pour lui. Mais il peut toujours proposer une solution alternative, parce qu'il est clair que Trump n'a pas les mêmes problèmes que Poutine, et il peut continuer à vouloir ce sommet, mais demander ce qui se fasse ailleurs. C'est pas absolument impossible. Je crois que la question, et surtout, c'est que les deux hommes se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et leur conseiller le fait que Marco Rubio et Sergei Lavrov ne se rencontrent pas, c'est déjà un signe que ça risque pas très bien de se passer. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en train de mesurer de manière très concrète et assez spectaculaire de quelle façon l'avion de Vladimir Poutine serait menacé dans le ciel européen. Les déclarations des Polonais indiquent cela. On va voir l'image de l'avion de Vladimir Poutine. Aidez-nous, Xavier Titelman, à nous expliquer, dans un sens plus directement militaire cette fois, quel est le risque qu'un missile, qu'une tentative ukrainienne, par exemple, et parfois les Ukrainiens ne s'en sont pas cachés, ils considèrent que Poutine pourrait être une cible. Quel est le risque qu'il soit abattu par un missile en vol? Non, le risque est quand même relativement faible. Encore une fois, le fait qu'il y ait quelqu'un sur le trajet qui ait un système qui puisse être tiré depuis l'épaule et qui monte à cette altitude-là, déjà, il est quand même très très faible. Mais ensuite, c'est un avion qui a des systèmes de protection. Même si c'est un avion civil, il a des sortes de leurres, donc il y a des sortes de grosses boules chaudes qui sont plus chaudes que le moteur, qui vont attirer les éventuels systèmes thermiques. Et les avions présidentiels, par exemple l'avion français, a un système israélien dans lequel il y a un rayon laser qui va éclairer le capteur qui détecte et qui suit sa cible. Donc, je pense que les Russes ont cette technologie aussi parce qu'ils en ont une version expérimentale et je pense que l'avion de Poutine sera équipé avec ce qui se fait de mieux. Donc, en toute logique, même s'il y avait un missile de basse intensité qui était tiré, par exemple, juste avant l'aéroport, donc quand il est en basse altitude, je pense que cet avion a les moyens de le contrer, tout simplement parce que c'est un appareil qui, même s'il est extrêmement civil, est en fait équipé de technologies militaires de protection. Si les Ukrainiens voulaient le tenter, il faut rappeler que, par exemple, Skibitsky, je crois que c'est le numéro 2 du renseignement ukrainien, disait « Poutine est notre première cible ». Donc c'était expressis verbis, ce n'était pas une vague théorie. Si les Ukrainiens voulaient tenter, en l'occurrence, d'abattre l'avion de Poutine pendant qu'il vole vers Budapest, quelle est la technique qu'ils utiliseraient?
le missile Starstreak. Alors, parce que je vous ai dit de donner 2 systèmes qu'on peut détourner avec de la chaleur ou avec des lasers ou avec des sortes de feuilles de paillettes qui, par exemple, vont avoir un écho-radar plus important. Mais le missile Starstreak qui a été fourni par Thales Grande-Bretagne à l'Ukraine en début de guerre et qui a eu d'excellents succès, lui, il n'a pas ce guidage-là. Lui, c'est l'opérateur, il y a le rayon laser qui va viser l'avion. Et tant que lui, il va viser l'avion, le missile va le suivre parce que le missile qu'on tire va suivre son propre éclairage. Et ce missile Starstreak, quand il arrive à quelques dizaines de mètres de sa cible, il va relâcher des billes de tungstène qui vont très très vite et qui vont traverser n'importe quel type de blindage, y compris des hélicoptères blindés. On a vu à quel point ça pouvait être efficace. À tel point que ce type de missile est tellement performant qu'à l'époque où les Ukrainiens avaient abattu plusieurs avions ravitailleurs A-50, il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était peut-être simplement des Ukrainiens infiltrés qui avaient tiré ça depuis l'épaule et pas des systèmes de défense aérien à longue distance. Donc, il y a une tradition chez les dirigeants russes. On se rappelle que, je crois, Staline a très peu pris l'avion. Je crois, de mémoire, c'est peut-être une fois quand il détestait prendre l'avion. Et voilà, effectivement, il avait un train blindé dans lequel il sillonnait la Russie. Et il n'y a pas que le problème dans les airs, il y a le problème aussi au sol à Budapest, parce que le sommet d'Anchorage c'était sur une base aérienne américaine, donc c'est une bulle sécuritaire extrêmement fermée. Là, en l'occurrence à Budapest, alors Budapest, ils ont un service de haute protection, de protection des hautes personnalités qui s'appelle le TEC, qui correspond un petit peu au GSPR chez nous, qui est assez efficace. Mais est-ce que les Américains s'en contenteront déjà pour la sécurité de Trump, c'est une première chose. Donc il est possible que le Secret Service et le FSO côté russe en fait prennent le lead sur la sécurité à Budapest, mais ça va poser d'énormes problèmes. La sécurité, l'approche physique du président Poutine, regardez cette archive, elle est tout à fait saisissante puisque vous parlez de ce qui se passe au sol. Même quand c'est un autre chef d'État et de gouvernement, il faut s'attarder sur cette image parce qu'elle est extraordinaire. Chez tous ceux qui sont passionnés par ces histoires de sécurité, de garde du corps, etc., elle a été très remarquée. Donc, c'est Justin Trudeau avec Vladimir Poutine dans un cadre fermé. On est à Osaka, au Japon, et dans un cadre fermé entre chef d'État et de gouvernement. Mais même là, regardez exactement ce qui se passe. À l'instant où Justin Trudeau met la main un peu trop près, il touche dans un geste un petit peu tactile, si j'ose dire, la poitrine de Vladimir Poutine. Et vous allez voir, voilà, le garde du corps s'approche. Et Poutine, d'un geste discret, lui dit c'est bon. Mais le garde du corps tient à montrer qu'il s'approche d'un peu près pour voir pourquoi. Exactement. Alors, le FSO, donc le Service fédéral de protection russe, est alimenté par une paranoïa considérable. Il y a des règles très strictes concernant d'ailleurs le recrutement de ces officiers de sécurité. Moins de 40 ans. Et il ne reste généralement entre 3 et 4 mois auprès de Poutine, en dehors des 3-4 patrons du FSO, parce que Poutine a peur justement de l'assassinat et de l'assassinat par les siens. Donc, on a vu des scènes où les gardes du corps eux-mêmes sont fouillés. Absolument. Parce que, évidemment, chacun soupçonne, c'est normal. Oui, tout à fait. Alors, il a 2 gardes du corps attitrés qui sont là depuis longtemps, dont le directeur adjoint du FSO, qui est un vieux garde du corps, un général du FSO, un vieux de la vieille. Mais il n'y a pas plus paranoïaque que ce service de protection. Mais là, qu'est-ce qui craint? Parce que là, l'image est fascinante, parce que c'est pas le Premier ministre du Canada qui va tenter de mettre du poison sur la poitrine de Vladimir Poutine. Et pourtant, il suit la règle. Je pense que c'est un geste de réflexe, et aussi il craint la colère de Poutine. Si Poutine lui dit mais finalement cet homme m'a touché, tu m'as empêché de me toucher. Il y a une histoire très intéressante avec un membre du FSO qui a fait défection dans la première année de la guerre en Ukraine, qui était au Kazakhstan et qui était dans une mission de préparation à une visite de Poutine et qui a fui le Kazakhstan avec son épouse. Et on ne sait pas où ils sont maintenant. Je ne sais pas si Vincent, tu te rappelles de cette histoire. C'était fascinant. Il a donné tout un témoignage. À mon avis, des services de plusieurs pays ont dû se régaler. Et c'est absolument exceptionnel parce que ces hommes sont vraiment choisis. C'est l'élite de l'élite. Est-ce que il y a un problème de fiabilité des avions russes? Vous avez vu l'avion de Prigojine, il jouait avec une grenade. Il y a aussi ce risque-là qui existe. Mais oui, concernant l'homme qui avait fait défection, il racontait notamment que les selles du président russe étaient récupérées pour éviter justement qu'on puisse se renseigner sur son état de santé
en récupérant donc les selles du président. Il n'est pas le seul. Je rappelle que le président américain aussi a des toilettes séparées parce qu'il ne veut pas que les autres puissances puissent faire des tests médicaux sur ces selles. Vous vous rendez compte du niveau quand même de protection du président russe. Rappelez-vous que les Américains avaient pris un échantillon des selles de Georges Pompidou et avaient su plus tôt que d'autres, les premiers, qu'il souffrait de la maladie dont il souffrait. Donc ça, effectivement, c'est pas réservé à Poutine. Mais là, est-ce qu'il y a un danger réel, d'après vous, ou un risque objectif du point de vue des Russes, que les Ukrainiens tentent quelque chose ? Bah oui. Moi, je crois que si j'étais un Ukrainien, pourquoi pas ? Et pas forcément commandité par Kiev, mais il y a beaucoup d'Ukrainiens qui prennent des décisions et qui prennent le droit et les armes en leur propre main et qui décident de faire quelque chose. Donc c'est tout à fait possible. Et ils le disent, encore une fois, c'était au Figaro, je crois, en mai 2023, Vadim Skibitsky, numéro 2 du renseignement militaire ukrainien. Poutine est notre première cible. Bien sûr. Vous savez, c'est la vieille règle de Clausewitz, d'ailleurs. Il ne faut pas attaquer la puissance, il faut attaquer la source de la puissance. Et dans toutes les campagnes militaires, on a d'abord voulu taper les chefs et taper les états-majors, parce qu'à partir de là, évidemment, tout perd sa cohérence et sa force. Xavier Titelman, allons même plus loin. Les chefs d'État et de gouvernement, c'est intéressant de vous entendre là-dessus, parce qu'il y a Air Force One, l'avion du président américain, l'avion du président de la République. Quand ils volent, est-ce qu'ils sont vraiment hors de tout danger ? On se rappelle le début de la guerre du Rwanda, du génocide d'ailleurs, enfin tout l'enchaînement où l'avion de la Biarimana, c'était à Biarimana, avait été abattu en vol. Alors, c'était peut-être pas un vol aussi protégé, mais enfin c'est un risque pour les chefs d'État. Alors, il y a différentes catégories d'avions. Déjà, quand vous êtes sur, c'est le cas par exemple du Rwanda, quand on est sur des avions de plus petite taille, déjà, une petite explosion va avoir un impact qui est très différent. Si vous partez d'un gros avion, par exemple, si on regarde l'Airbus A300, un cargo qui s'était pris un missile de face au décollage d'Irak, je crois que c'était en 2003, cet avion, il avait perdu un réacteur, quasiment 7 mètres du supérieur de l'aile, et il avait quand même réussi à se reposer. Donc vous avez les petits avions qui sont plus fragiles que les gros. Donc là, pour les chefs d'État des grands pays comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, ils ont des gros avions. Et ensuite, il y a des systèmes de protection, encore une fois, que n'ont pas les pays de plus petite taille. Donc quand on a des systèmes de protection et des gros avions, déjà on est sûr d'être en sécurité face à un missile qui serait tiré depuis l'épaule. Après, face à un système lourd, celui qui a abattu Prigojine, un système Pansir, S-300, un Mamba, là par contre, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Et si vous avez, comme le disait tout à l'heure le général, si vous avez un soldat russe qui était fan de Prigojine à l'époque et qui voit l'avion de Poutine qui passe au-dessus de lui, personne ne peut l'empêcher de déclencher son tir. De la même manière qu'il y a par erreur un soldat russe qui a tiré sur un avion ligne qui survolait à la fin de l'année 2014 un avion de l'Azerbaïdjan qui a été touché. Donc il y a des risques face aux très gros systèmes de défense aérien, mais pas face aux équipements qui sont, je vais dire, faciles à trouver et tels qu'on trouve aussi parfois dans les caves, notamment en Italie où on avait trouvé dans la mafia des systèmes qui pouvaient être tirés depuis l'épaule. Non, Xavier a tout à fait raison. Il y a le risque d'un tir ami, toujours. Et puis, concernant la cible numéro 1 qui serait déterminée comme étant Vladimir Poutine par les Ukrainiens, je crois qu'il n'existe plus aucun tabou côté ukrainien et côté Maliouk ou Boudanov, donc les chefs de sécurité ukrainiens, concernant la sécurité de Poutine. Il n'y a plus aucun tabou de ce côté-là. Les Ukrainiens s'apprêtent, oui, enfin, ont cette option entre les mains.